Bonjour à tous, on vous propose une interview vidéo avec Lloyd Cherry depuis la Dimension Fantastique, une super librairie à Paris spécialisée, vous l'aurez deviné, dans les littératures de l'imaginaire. Merci à eux de nous avoir accueillis pour cette vidéo. Je suis accompagné de Lloyd Cherry. Bonjour Lloyd. Bonjour et bonjour à vous qui regardez. Vous êtes journaliste au Point, on peut vous lire dans le Point Pop notamment, la rubrique culture du Point. On peut vous écouter en podcast aussi puisque vous avez créé le podcast C'est plus que de la SF. Vous êtes, je crois, j'imagine, passionné par la science-fiction et les littératures de l'imaginaire. Alors si on parle aujourd'hui, c'est justement pour évoquer la science-fiction en général, mais aussi en particulier d'une œuvre, Dune, qui fait l'actu du moment. Dune, c'est un roman de Frank Herbert, publié en langue anglaise, je crois, en 1965 et en France en 1970 chez Robert Laffont. Le roman vient d'être adapté au cinéma par Denis Villeneuve, c'est pour ça que tout le monde en parle en ce moment. Et vous avez consacré, Lloyd Cherry, une sorte de bible à cet univers. C'est d'abord un magazine book de 250 pages que vous pouvez retrouver ici. Et c'est désormais tout sur Dune. Un ouvrage collector de plus de 300 pages publié chez La Talente et Léa. Alors c'est un ouvrage très riche avec de nombreux contributeurs. Je crois qu'il y en a une soixantaine, on en parlera peut-être, sur l'ensemble des aspects de Dune. Vous parlez des romans évidemment, des adaptations au cinéma, en jeu de société aussi, et des différents thèmes qui sont abordés dans l'œuvre, les personnages notamment. C'est un ouvrage que vous avez dirigé, Lloyd, et on va en parler ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors déjà une première question peut-être sur votre rapport à la SF. De quand et de quel livre peut-être date votre intérêt pour les littératures de l'imaginaire ? Alors moi je suis tombé dans la marmite au début des années 2000, un peu comme tout le monde. C'était le moment où il y avait Le Seigneur des Anneaux au cinéma et c'est aussi le moment où il y avait Harry Potter. Et donc c'est là où j'ai découvert la fantasy, j'ai commencé à lire David Gemmell, Légende, donc, qui était aux éditions, qui est toujours d'ailleurs aux éditions Bragelonne. Et puis il y a eu ce basculement vers la SF grâce à Pierre Bordage. J'ai commencé à lire Les Guerriers du Silence, c'était en 3e, et j'ai adoré. Et puis après j'ai commencé à tout lire Bordage et je suis tombé vraiment dans la marmite de la science-fiction à temps plein. Avant la découverte de Dune, ça a été un petit peu différent. En fait, mon papa est lecteur de SF et du coup chez lui il y avait deux romans, enfin en tout cas deux auteurs où il y en avait pas mal à la maison. Il y avait Philippe K. Dick et il y avait Dune et il y avait les éditions Pocket avec les magnifiques couvertures de Wojtek Sionmak, donc le fameux homme aux yeux bleus qui a inspiré Denis Villeneuve lui aussi quand il avait 15 ans à lire le livre. Et donc moi j'étais très intrigué quand j'avais 8-9 ans par ces couvertures qui étaient magnifiques et qui en même temps promettaient quelque chose de bizarre, de complexe, un peu pour adultes. Et c'est comme ça que j'ai découvert Dune une première fois et puis il y a eu le film de Lynch. Et après, j'ai commencé à lire les livres. J'avais 12-13 ans. Et du coup, le cinéma et la littérature, c'était le même intérêt pour l'un et l'autre ? Ouais. Bah pareil, le fait d'avoir un papa cinéphile qui m'emmenait quasiment tous les week-ends au cinéma faisait que j'étais très très friand de films. Et du coup, bah, ça s'est relié assez rapidement. Je pense que mon premier choc science-fictif sur une VHS, c'était Star Wars. J'étais à ce moment-là en CP, je me rappelle très bien d'avoir vu donc le début du film avec le vaisseau spatial qui arrive, le Star Destroyer et puis les pistolets laser et compagnie. Pour moi, c'était un univers qui s'ouvrait d'un coup. Et je me rappelle d'avoir vraiment eu un choc en me disant « c'est possible ». Donc c'est comme ça que ça a commencé un peu l'attrait pour la SF. Et même en littérature jeunesse, j'en lisais déjà un petit peu. Il y avait Kerry et Meghan et Les Manges Forêt. Donc c'est pareil, voilà, ça faisait aussi partie des bouquins jeunesse que je lisais, c'était de la SF, mais j'avais pas forcément l'impression de me dire que c'était de la science-fiction. À ce moment-là, vous faites pas vraiment la différence des genres. C'est la question, ouais, ce genre de genre, on classe pas forcément nos lectures ou nos films. Alors peut-être on va revenir sur Dune, qui était déjà important pour vous, enfant. Plus généralement, pourquoi est-ce qu'il est si important dans la littérature Dune ? On a l'impression qu'il y a une grosse attente alors pour le film, que le livre, il y avait une attente sur l'adaptation, une adaptation réussie du livre. En quoi il est si important, ce livre ? Alors Dune, c'est un roman qui arrive après l'âge d'or de la SF, donc l'âge d'or qui est représenté par des auteurs comme Asimov, Van Vogt, Simak. Et Dune arrive dans les années 60, il y a deux auteurs qui vont immerger de cette décennie-là, Frank Herbert et Philippe K. Dick. À ce moment-là, quand Dune arrive, on a un univers qui est très très innovant. On parle de thématiques qu'on n'avait jamais vraiment trop vues. L'écologie, l'importance de l'eau, la décroissance technologique, puisqu'il n'y a plus de machines ou d'IA dans Dune, elles ont été détruites durant le djihad butlérien. On parlait aussi de d'autres thématiques comme le messianisme religieux. Il y avait un univers très original qui mélangeait donc, un monde futuriste en l'an 10 000 et quelques
avec le Moyen-Orient. Donc il y a des mots arabes dans Dune, on parlait de djihad, de Muad'Dib, d'Usul. Le parcours de Paul Atreides était aussi assez classique dans le premier roman Dune. Et puis après, il y a un vrai basculement à partir du Messie de Dune qu'on ne va pas spoiler, heureusement. Et c'est là où tout le sel de la franchise arrive avec ce basculement avec Paul Atreides, de ce qu'il devient dans l'avenir. Donc, et puis il y avait d'autres thématiques, on parlait de génétique avec le Bene Gesserit. Il y avait, quand les étudiants américains découvrent Dune dans les campus, Dune parle d'épices. Les étudiants aussi prenaient de l'épice, une autre forme d'épice qui faisait forcément écho à la réalité. Il y avait la guerre du Vietnam. Dune raconte aussi comment des Fremen, donc la population qui vit sur Arrakis, va se libérer de ses chaînes. Donc il y avait beaucoup de thématiques qui faisaient écho à cette époque-là. Et ce qui est assez fascinant, c'est quand on voit le film de Denis Villeneuve, on voit que ces thématiques-là continuent à faire écho en 2020. Donc je pense que Dune est arrivé vraiment au bon moment parce qu'il nous parle toujours autant. Il est toujours aussi moderne, aussi contemporain? Ouais, alors c'est intéressant parce que le style de Frank Herbert est assez différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une tragédie grecque, dans Dune. Il y a très peu de scènes d'action qui vont être racontées en temps réel. C'est plutôt des récits qu'on va raconter aux personnages. Herbert, il va s'inspirer de Shakespeare. On pense à Macbeth, on pense à Othello, on pense à Le Songe d'une nuit d'été. Et puis il y a un espèce de syncrétisme qui est très intéressant chez Herbert. Herbert en fait va syncrétiser sa pop culture à lui. Donc la Rome antique, la Grèce antique, Shakespeare, un poil de Laurence d'Arabie. À ce moment-là, le film de David Lean est sur les écrans. Et puis il y a beaucoup de références historiques. Il y a aussi je pense que les personnages comme Leto, comme Gurney Halleck ou comme Duncan Idaho font aussi écho au roi Arthur. C'est un peu des chevaliers de la table ronde tous. Donc Frank Herbert va faire ce syncrétisme autour de sa propre pop culture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une époque très syncrétique nous aussi, où finalement entre les comics, les mangas japonais, les films de science-fiction, les plateformes de streaming, on aime bien mélanger les références. Et du coup, Dune, je pense, est toujours aussi d'actualité grâce à ça. Et pourquoi est-ce que vous avez proposé une revue, un MOOC sur cet univers? Donc moi, je suis journaliste, comme vous l'avez dit, je suis en fait pigiste, je suis freelance. Et donc il y avait une envie, évidemment, comme tout jeune journaliste, d'avoir un jour sa propre revue, de faire son propre bouquin. Et c'est comme ça que c'est créé. Il n'existait pas de MOOC autour de l'ASF. Moi, mon modèle était la revue 21 et surtout la revue America. Moi, à ce moment-là, j'adorais America et je m'étais dit, je veux moi aussi faire le America de la science-fiction. C'était jamais arrivé. On n'avait pas on avait des hors-séries, mais on n'avait pas de hors-série qui mélangeait le beau livre et le magazine. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, moi, j'ai eu l'idée en 2018, Dune arrivée en 2020. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut le faire. Et du coup, je suis parti un peu dans cette aventure. Alors, comme Jodorowsky, j'ai réuni mes guerriers spirituels. Il y a eu beaucoup de personnes sur le projet. L'idée était de réunir les Avengers de la SF. Donc il y a des auteurs de SF, des journalistes, des scientifiques, des universitaires. Il y a aussi des réalisateurs, Denis Villeneuve et Jodorowsky sont à l'intérieur. Une productrice, Raffaella De Laurentiis. J'ai été aidé et soutenu par la Warner pour ce projet. Et surtout, il fallait un côté sense of wonder. Donc j'ai pris beaucoup d'illustrateurs. Il y a plus de 250 illustrations et photos dans Dune. Fred Vigneault, qui est le dessinateur de Torgal actuel, est venu faire 5 doubles pages. Et puis il y a Aurélien Polis, qui est un illustrateur de couverture de fantasy et de science-fiction, qui a gentiment fait tous les portraits des personnages. Et c'est devenu le nouvel illustrateur officiel de Dune en France maintenant. Donc c'est vraiment la belle histoire. Il y avait un manque. Moi je voulais faire un mélange entre le beau livre et le magazine. Il y a 90 articles dessus. Ce qui s'est passé, alors pourquoi il y a 2 versions? La première a fait sold out. On en a vendu presque 15 000. Ce qui est énorme, hein. Moi je ne pensais pas qu'on en vendrait autant, surtout qu'on a vendu ça avant le film. Donc il a fallu anticiper, donc on a décidé de faire une autre version, tout sur Dune, qui est une version beau livre. On a retravaillé les photos, on a ajouté 50 pages supplémentaires, et puis on a fait quelques petits changements pour que ce soit vraiment dans un format beau livre. Ça c'est un format plutôt revue, plutôt magazine, là on est vraiment dans un prototype beau livre, et ça fonctionne bien, donc ça fait plaisir, puisque voilà, c'est toujours pas évident, hein, le coût d'un livre comme ça, d'un objet comme ça. C'est entre 100 à 120 000 euros. Il a fallu faire un crowdfunding, donc on a récolté 120 000 euros et tout l'argent a été utilisé pour faire ce livre. Et du coup, c'est vrai que c'est des produits qui ne peuvent pas exister sans le financement participatif. Puisque si vous allez voir, et après ce projet, j'ai eu beaucoup d'éditeurs qui sont venus me voir pour que je puisse faire ça, ou des beaux livres, ou des MOOC chez eux. Quand je leur dis le coût, tout le monde s'arrête. Donc c'est vrai qu'aucun média ou aucun éditeur n'aurait pu ou n'aurait voulu se lancer dans une aventure comme ça à plus de 100 000 euros. C'est quasiment impossible. Donc heureusement qu'il y a eu les internautes,
qui ont soutenu ce projet, et je pense qu'ils sont tous très heureux de voir ce que c'est devenu. Alors on parle d'une soixantaine de participants pour écrire les articles, une centaine d'articles, il y a des interviews, il y a énormément de sujets qui sont abordés, les différents thèmes qui sont dans le livre. Il y avait l'idée d'être le plus exhaustif possible sur cet univers-là, d'être le plus fidèle à ce que raconte le roman. Oui. L'idée était en fait de raconter l'histoire de Dune et de raconter les différentes histoires de Dune. Donc il y a la première partie sur l'aspect éditorial, on fait un long portrait de Frank Herbert et on explique comment Dune est arrivé aux États-Unis, comment Dune est arrivé en France et comment le succès a commencé. On revient après sur l'univers, sur tous les personnages, et on passe beaucoup de temps sur les adaptations car elles ont été nombreuses entre Jodorowsky, David Lynch, là Denis Villeneuve, sans compter les adaptations vidéoludiques, les jeux de cartes, les jeux de rôle. Bref, il y a eu beaucoup de choses autour de Dune, et c'était intéressant de raconter et un peu de revenir sur tout ce qui avait été fait. Et ce qui est assez génial, c'est que, bon là il y a 300 pages sur Dune, et je pense qu'on arrive au bout de l'analyse du premier roman et un peu du Messie de Dune. Mais ça prouve bien la profondeur et la complexité de cette œuvre qui a quand même inspiré beaucoup d'artistes, qu'on y repense. Jodo, Lynch, Villeneuve, enfin c'est pas n'importe qui quoi en termes d'imaginaire, Moebius. Donc ça c'est intéressant, Dune fascine et continue à fasciner. Et c'est vrai qu'on a un peu aspiré dans le sable, qu'on commence à travailler dessus. Donc ouais, c'était vraiment l'objectif d'être le plus complet possible. Il n'existait vraiment rien avant 2020. Alors depuis, il y a d'autres essais, et notamment des très bons essais qui sont sortis sur Dune, mais on était vraiment les premiers à faire quelque chose d'aussi complet et d'aussi illustré. Ce qui explique aussi pourquoi ça coûte aussi cher de faire un livre. Parce qu'effectivement, on peut tourner les pages, il y a énormément d'illustrations, de photographies. Il y a une illustration à chaque page. C'était ça et à 300 pages, voilà, ça permet de calculer. Mais c'était ça, l'ambition était vraiment de pouvoir... En fait, il y avait deux choses. Il y avait cette idée que les gens puissent grappiller, puisque maintenant c'est compliqué, on n'a plus vraiment le temps de lire, ça devient compliqué d'arriver à lire des essais d'un coup comme ça. Donc l'idée était que les gens grappillent, quand ils le souhaitent, ils peuvent y revenir quand ils le souhaitent, avant ou après le film. Et puis voilà, ils ont le choix, c'est pas linéaire, ils peuvent grappiller. Donc ça c'était intéressant. Et puis l'idée d'avoir des images, c'est aussi pour donner envie aussi aux gens et d'aller toucher aussi un nouveau public. Puisque là, grâce au film, moi l'envie est d'aller toucher les millennials, d'aller toucher les jeunes lecteurs qui ont entre 20 à 30 ans et qui peut-être n'ont pas encore lu Dune et qui vont peut-être vouloir se cultiver autour de Dune. Après, il y a eu un alignement des planètes. Le livre sort en bon moment. Mais tout ça a été fait vraiment et pensé pour s'adapter aux lecteurs de maintenant. Et vous parlez du film, qu'est-ce que vous avez pensé justement vous du film de Denis Villeneuve? Alors il y a déjà eu un énorme soulagement, parce qu'après 1 an et demi à vendre le film, à dire que ça va être génial, c'était génial. Donc au début, vous n'avez pas eu à mentir dans Voilà, c'est ça. La première vision, j'étais très concentré pour voir vraiment ce qu'avait fait Denis Villeneuve. Et moi je suis assez vraiment abasourdi par tout le travail esthétique, visuel. Je pense qu'il a vraiment totalement compris l'œuvre de Frank Herbert. Et vraiment c'est un travail remarquable. Évidemment, j'ai quelques nuances sur certains aspects, je suis fan aussi de l'œuvre. C'est vrai que si je devais mettre un seul bémol, c'est que certains personnages ont été un peu sacrifiés, mais en 2h30, c'est compliqué d'être aussi complet sur Dune. Mais vraiment, c'est un grand film. Moi, ce qui m'a plu, c'est que ça fait du bien de voir un film qui innove esthétiquement. On s'est tapé presque 10 ans de Marvel DC, donc avec une façon de raconter des histoires, une esthétique très particulière. Et du coup, ça fait du bien de voir quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Et puis, on n'a jamais vu autant d'hommes et de femmes voilées dans un blockbuster hollywoodien. Voilà, il faut quand même le souligner. C'est vrai que on sent que pour Hollywood, ça a été un pari parce que maintenant, ceux qui produisent les meilleurs films ou séries de SF, c'est sur les plateformes de streaming, c'est plus Hollywood. Donc du coup, ce film peut peut-être abattre les cartes. On est prudent sur les États-Unis, il n'est pas sorti encore aux États-Unis. On sent qu'eux-mêmes sont prudents. Les Américains, ils ne savent pas trop si le public américain va suivre. Donc là, il sort, je crois, à la fin du mois ou le mois prochain. C'est ça, le 22 octobre. Le 22 octobre. Donc on a vu en avant-première le film, enfin tout le monde a vu avant les Américains le film. Alors peut-être on peut sortir d'ailleurs de Dune. Est-ce qu'il y a en ce moment une sorte d'âge d'or, entre guillemets, c'est peut-être un grand terme, et une puissance de l'imaginaire en ce moment? On parle de Dune, on parle de la série Fondation qui est sur Apple, qui est très ambitieuse. Apple a mis énormément d'argent dedans. Le film Dune cartonne d'ailleurs. Il y a bientôt la série sur Tolkien qui est la plus chère de l'histoire des séries produites par une chaîne. Ce sera sur Amazon. Quel est l'état de l'imaginaire aujourd'hui? Est-ce que vous-même vous êtes plutôt optimiste en disant l'imaginaire est présent partout? Le Goncourt l'année dernière c'était un livre d'imaginaire, c'était de la science-fiction. Qu'est-ce que vous en pensez vous
Oui, on vit une forme d'âge d'or alors qu'il y a deux niveaux. Ça veut dire qu'il y a eu un premier âge d'or au début des années 2000 avec la hype Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. C'était à ce moment-là on avait aussi les deux autres très grandes trilogies autres que Le Seigneur des Anneaux. Il y avait Matrix et Star Wars. Donc on a vécu, on a vécu quelque chose d'assez fort au début des années 2000. Et puis là on sort d'un moment quand même de 10 ans d'âge d'or aussi de séries TV. C'est-à-dire qu'il y a eu Game of Thrones qui a été immense. Là récemment The Witcher qui était un gros succès sur Netflix. Ce qui se passe c'est qu'on observe que la science-fiction et la fantasy sont vraiment, comme vous l'avez dit, devenues assez omniprésentes. Ça marche bien, tout le monde veut avoir son Game of Thrones, ou va avoir son The Westworld sur les plateformes de streaming. Donc oui, on voit un âge d'or, on voit que les ventes fonctionnent bien. Là, je vais parler un peu de science-fiction. Quand on voit le succès de l'Anomalie, quand on voit le succès des Furtifs d'Alain Damasio, c'est des livres qui ont été vendus, en tout cas l'Anomalie se rapproche du million, Alain Damasio c'est presque 200 000 exemplaires, c'est un pur livre de SF française, d'autant plus rare d'avoir des succès comme ça. Donc oui, il y a une forme d'âge d'or, la SF est partout, la fantasy revient en force, vous l'avez très bien dit, Tolkien arrive avec donc la série du Seigneur des Anneaux, La Roue du Temps, le préquel de Game of Thrones, donc on est vraiment sur un temps fort du genre. Après, la vraie complexité, c'est de voir le ruissellement. Vous savez, la fameuse théorie du ruissellement. Et malheureusement, ça ruisselle plutôt dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça veut dire que le lecteur ou le spectateur de The Witcher, il va regarder la série, lire les bouquins et jouer aux jeux vidéo, mais il ne va pas forcément acheter d'autres romans de fantasy ou d'autres romans de science-fiction. C'est le cas, je pense, pour les Furtifs avec la Volte. Les 200 000 exemplaires, les 200 000 personnes qui ont acheté les Furtifs n'ont pas forcément acheté 200 000 autres bouquins de la Volte. Donc on voit aussi que c'est compliqué quand même d'arriver à ruisseler et que les romans s'en sortent, puisque finalement ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est dans la culture de l'image, on est dans l'âge d'or de l'image, et un peu de l'audio avec le podcast. Mais c'est vrai que le côté littéraire, on voit que les gens lisent moins qu'avant. Donc il faut aussi voir cet autre aspect, qui est qu'on n'a jamais vu autant de science-fiction et de fantasy, mais que c'est très compliqué, notamment pour les Français, d'arriver à tirer leur épingle du jeu. Alors justement, les Français, l'état est plus nuancé pour les Français. Est-ce qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu en librairie Ce qu'on observe, c'est que, en gros, chaque décennie, on a un ou deux auteurs de science-fiction qui arrivent à émerger, qui arrivent à avoir un énorme succès. Dans les années 90, ils étaient plusieurs. Il y a eu Bernard Werber, il y a eu Pierre Bordage, il y a eu Maurice G. Dantec. Donc c'était des auteurs qui ont vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Voilà. Arrivé les années 2000, le grand gagnant des années 2000, c'est, je pense, Alain Damasio avec La Roue du Contrevent qui a vendu, je crois, plus de 400 000 exemplaires. Là, plus récemment, il a fait Les Furtifs, donc ça a cartonné. Romain Lucaso a fait 50 000 exemplaires avec Latium, mais on voit que c'est des épiphénomènes, on voit que c'est compliqué pour les auteurs de science-fiction à bien vendre. Juste rappeler des chiffres, un succès maintenant en grand format, c'est entre 3 et 4 000 exemplaires. Arriver à atteindre les 10 000 exemplaires est devenu très rare. Plus récemment, c'est des gens comme Patrick Doudnay, qui a réussi avec le cycle de Sif, qui est excellent, au Diable Vauvert. On voit aussi que les deux derniers énormes succès ont été Jaworski, mais ça date de 2009 déjà, Gagner la guerre, qui a vendu 100 000 exemplaires, et le plus récent est Christelle Dabos, qui a réussi à faire 500 000 exemplaires avec La Passe Miroir, qui est remarquable, hein. C'est des chiffres comme ça qu'on n'avait pas connus depuis le début des années 2000 avec Eric Lhomme et Pierre Bottero, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les auteurs français de tirer leur épingle du jeu, mais pour plein de raisons. Surproduction, globalement, mais qui est générale, hein, c'est pas que l'imaginaire, hein, c'est partout. C'est que finalement les maisons d'édition ont peu de moyens pour faire du marketing autour des œuvres. Vous verrez très peu de campagnes d'affichage pour un grand format en science-fiction et en fantasy. Il y a aussi un manque de prescripteurs. On est très peu de journalistes à parler de genre et on va plutôt parler de la science-fiction que de la fantasy, globalement. Donc c'est compliqué d'arriver à exister pour un auteur d'imaginaire français et malheureusement, dans l'esprit des gens, un bouquin anglo-saxon sera toujours meilleur qu'un bouquin français. Donc ça aussi, donc ça c'est assez fascinant de se dire qu'il y a quand même une forme de pensée magique, de croire que si tu as un nom anglophone, ça marchera mieux qu'un auteur français. Il y a encore des auteurs français qui prennent des noms anglais, comme une époque où... Doudnay, c'est son vrai nom, donc ça tombe bien pour lui, ouais. ça sonne bien. Non, c'est plutôt Robin Hobb, Megan Lindom, qui a dû masculiniser son nom pour avoir un succès pour l'Assassin Royal. Ouais. Ça, elle le dit elle-même, ce qui est quand même délirant, qu'on connaît la qualité de son œuvre. Après, ce qui est intéressant, et c'est là où je pense qu'il faut se réjouir, c'est qu'il y a une nouvelle vague d'auteurs français, moi que je trouve qui sont super, et qui n'ont rien à envier des auteurs américains. Il y a aussi une féminisation dans le genre, ça veut dire qu'en SF,
qui était plutôt un genre masculin. Là, il y a une forme d'âge d'or aux États-Unis, avec des femmes qui écrivent des super romans de science-fiction et qui ont du succès. Donc, non, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se bousculent. Après, je pense le vrai enjeu, ça va être les adaptations. Je pense que seules les adaptations en série TV ou en film peuvent arriver à faire décoller, à faire exploser un livre et à le faire internationaliser. Parce que nous, le problème, c'est qu'on n'est pas traduit. C'est que les Américains, les Anglo-Saxons refusent. Non, ils refusent. Ils refusent parce que pour eux, leur marché leur suffit. Donc c'est ça qui est aussi difficile à imaginer. Moi je vois, là, à mon simple niveau, pour Tout sur Dune, on nous parle, ça y est, peut-être de faire une traduction. Mais si ça se fait, ce sera grâce aux nombreux fans de Dune anglo-saxons qui ont vu ce livre-là, qui est très très différent des livres qu'on propose, puisque nous, on n'est pas copyrighté. C'est-à-dire que quand vous avez des livres qui sortent pour des grandes franchises derrière, c'est des bouquins copyrightés, gérés par le studio ou la Warner. Donc là, on fait un livre, entre guillemets, intellectuel et grand public autour de Dune. Et c'est vrai que c'est des formats qui n'existent pas vraiment chez nos voisins. Donc on peut proposer quelque chose d'innovant, mais par contre, ça coûte très cher à faire, même pour eux. Ils doivent racheter les droits pour toutes les images, ils doivent payer le copyright à Frank Herbert et à la famille Herbert ou à la Warner, et puis ils doivent aussi racheter les illustrations et faire traduire. Donc voilà, c'est compliqué pour les anglo-saxons d'arriver à faire traduire nos ouvrages, et c'est tout l'enjeu. Par contre, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une nouvelle génération de lecteurs qui, pour eux, la SF, c'est normal. Donc on commence moins à avoir peut-être ce ressentiment ou ce mépris qu'ils pouvaient avoir avec la littérature dite générale ou blanche, qui regardait la littérature de genre avec un mauvais œil. Mais bon, moi je pense que la science-fiction deviendra comme le polar. Le polar, il y a eu une explosion avec Da Vinci Code et avec Millennium, et c'est devenu un des genres qui vont le mieux en France et plus globalement partout. Donc je pense que la SF va aussi connaître ça. Et vous évoquiez un tout petit peu les médias, leur rôle aussi de transmission des textes de français ou autres, de SF, de fantasy, de fantastique. Ils ont leur rôle, ils ont quel rôle aujourd'hui Alors, les médias, on n'est pas nombreux. Il y a Libé, il y a Le Point, qui a beaucoup traité l'imaginaire, il y a France Culture. Mais en fait, la vraie question, c'est que je pense que les médias ne sont plus prescripteurs. Ça veut dire que si vous faites un article, une bonne critique d'un livre, le retour sur investissement, ça veut dire que le moment où la personne va lire la critique et va aller chez son libraire acheter son livre, c'est beaucoup moins fort qu'avant. Soit il faut des prix, comme le Goncourt et compagnie, soit il y a évidemment quelques médias qui tirent encore leur épingle du jeu, mais ceux qui sont vraiment prescripteurs, c'est qui ? C'est les booktubers, c'est surtout les youtubeurs, c'est surtout tout ce qui se passe sur YouTube, c'est eux les vrais prescripteurs. Moi j'ai eu la chance d'être... et puis la télé encore, hein. Quand même, si vous passez à la grande librairie, vous vendez, ça c'est sûr. Mais sinon, à part la télé, à part YouTube, c'est compliqué d'arriver à être prescripteur et d'arriver à vendre derrière. Moi je suis passé sur Allociné sur le stream, donc sur YouTube, où je suis allé toucher le cible des millennials, je vois tout de suite les effets de vente directement la semaine d'après. Donc voilà, ceux qui sont vraiment prescripteurs maintenant, c'est plus vraiment les médias généralistes, qui le seront toujours mais d'une manière différente. Ça va vraiment être peut-être l'influenceur qui peut encore influencer, même si c'est en livre, c'est compliqué d'arriver à avoir de vrais succès d'influence. Donc là c'est un ouvrage sur Dune, sur les différents aspects de Dune. Vous avez d'autres idées d'ouvrages sur d'autres... Ouais, bien sûr. Le roman, film marquant Ouais, alors j'aimerais bien faire... il y a plusieurs noms, j'aimerais bien faire Blade Runner, j'aimerais bien faire Asimov. J'aimerais bien faire Star Trek, ce serait un super challenge parce que, Star Trek, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien mais qui ne connaissent pas du tout. En France, je crois que c'est encore assez méconnu. C'est assez méconnu, mais alors du coup, pour un Star Trek, il faudrait penser à faire une traduction simultanée ou en vendre beaucoup chez nos cousins québécois qui sont très fans, ou nos voisins italiens qui adorent Star Trek. Donc du coup, non, il y a une envie de continuer à faire des beaux livres comme ça et à mélanger le beau livre et le magazine. Le vrai enjeu, c'est que ça coûte cher. Le vrai enjeu aussi, c'est d'arriver à faire de l'événement. Il faut incarner en fait son ouvrage. Et pour ça sert à rien de faire de la surproduction. Ça veut dire que chaque livre doit être événementialisé. Moi, ce que je dis, il faut 1 an pour le faire, 1 an pour s'en remettre. Mais il faut vraiment créer l'attente avec les gens. Ce qui est compliqué, c'est que quand je vois les étals de librairie, c'est dur de se repérer. Donc il faut arriver à fédérer et à créer de l'événement autour de son ouvrage, pour que l'ouvrage devienne incontournable. Donc l'idée va être de continuer sur la SF, pourquoi pas la fantasy. C'est vrai que un beau livre ou un MOOC Terry Pratchett, ce serait génial, ou Robin Hobb, ou voilà. Donc il y a plein d'idées à ce niveau-là. La vraie question, c'est d'arriver à trouver les bons auteurs, d'arriver à trouver le budget, puisque comme j'ai dit, c'est entre 100 à 120 000 euros, donc quand même ça coûte un peu d'argent. Et puis après, il faut arriver à
à plaire au plus grand nombre, arriver à toucher les gens et à leur donner envie de lire ça. Donc ouais, il y aura d'autres livres. Le label va continuer. Là, je réfléchis aussi à pourquoi pas faire des choses avec la bande dessinée. On m'a contacté. Donc voilà, ça s'ouvre. Et puis l'idée continue avec ce label, c'est plus que de l'ASF. Donc à vraiment faire du premium. Ouais. Moi, l'idée, c'est pour ça que ça a fonctionné, je pense, ce livre, et qu'on en a vendu plus de 15 000 exemplaires, c'est qu'on a vraiment fait du premium et on n'a pas pris les gens pour des imbéciles. On leur a dit, voilà, c'est possible de faire un livre ambitieux, beau, et du coup, vous allez être fiers de l'avoir dans votre bibliothèque. Ça, je pense que c'est important. Le papier, on voit maintenant, en termes de magazines, on vend moins de magazines qu'avant. Les livres, c'est aussi compliqué. Donc, je pense qu'il faut miser sur le côté premium, sur le côté beau livre, et ce côté un peu, où maintenant on est devenu, le livre Tout sur Dune, je pense, est devenu le livre incontournable, maintenant. Ce qui était l'objectif depuis le début, mais maintenant ça l'est. Alors après, il y a tout un travail, il y a le chemin du héros aussi intérieur pour arriver à faire ce genre d'ouvrage, mais c'est vrai que l'idée de faire ce genre d'ouvrage, c'est au moins quand les gens l'ont, ils peuvent le garder, ils vont apprendre des choses, ça va surtout leur donner envie de découvrir le film et le livre. On peut le prêter aussi à ceux qui ne connaissent pas trop Dune. Moi, dans mon entourage, il y a des gens qui ne connaissent pas trop. On peut, sur certains aspects où ils ne comprennent pas, le film n'aborde pas tous les aspects de Dune, et du coup du roman, et puis c'est que la première partie. Mais donc ça permet d'explorer des pistes aussi qui sont dans le roman et qui ne sont pas forcément dans le film. S'il y en a un sur Matrix, je serai le premier à acheter. Alors il y en a un très bon qui est chez Rokirama, qui a été fait par Rafik Djoumi, qui est un mec sans sas. Matrix, ce serait super. La vraie question, alors voilà, ça c'est l'autre aspect. Moi peut-être vous l'avez compris, mais j'ai un côté très économie, business, c'est des choses qui m'intéressent quand même pas mal. Et c'est vrai que moi l'objectif, c'est quand je fais un livre comme ça, c'est d'au moins de toucher 10 000 personnes. D'une, c'était possible, il y avait aussi le film, il y avait tout ça. Et c'est vrai que qu'on a vu le crowdfunding et qu'on en a préacheté 5 000, on se dit qu'on peut aller chercher 10 000 personnes en plus peut-être, ou 5 000 personnes en plus. Le challenge va vraiment être d'arriver à faire des livres où on peut se dire, on peut arriver à toucher 10 ou 15 000 personnes pour vraiment créer une forme d'engouement. Et c'est vrai que Matrix, ça va être un enjeu parce que le film arrive à la fin d'année. Est-ce qu'ils vont réussir à relancer la franchise? En tout cas, j'espère vraiment. C'est Warner. Donc ça s'est très bien passé avec Warner et on s'entend très bien. Non, et puis il y aura peut-être d'autres choses. Pourquoi pas du côté super-héroïque aussi. Voilà, on peut tester pas mal de choses avec ce format-là. L'idée est d'être ambitieux et d'être le plus ambitieux possible. Donc ça, c'est un truc que les gens ressentent maintenant et qui souhaitent, je pense. Et les gens souhaitent avoir des beaux livres ambitieux auxquels après on peut échanger. Tout sur Dune, c'est celui qui est en ce moment en librairie, à la Dimension Fantastique, vous pouvez le retrouver évidemment. C'est publié chez La Talente et Léa, donc on peut retrouver votre plume dans cet ouvrage. On peut vous écouter, donc je le disais en introduction, dans un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF, qui est aussi un site internet, donc on peut vous retrouver sur le site. Merci beaucoup Lloyd Cherry pour toutes ces réponses sur Dune, sur l'univers, sur... Merci à vous, et puis notez Dune sur Babelio, s'il vous plaît. Tout sur Dune. Et le MOOC Dune. Mettez des bonnes notes. Voilà. Merci beaucoup à la Dimension Fantastique de nous avoir reçus. Et on se dit à très vite. À très vite.